Bonjour, je suis le Dr Harbi, cardiologue au service de cardiologie A2 au CHU Mustapha. Nous allons traiter un sujet très utile pour la pratique quotidienne, l'échocardiographie Doppler dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. L'ESC-HF 2016 définit l'insuffisance cardiaque comme un syndrome clinique caractérisé par des symptômes typiques, notamment de la dyspnée, avec ou sans signes congestifs, secondaire à une anomalie cardiaque structurelle et ou fonctionnelle engendrant une diminution du débit cardiaque et ou une élévation des pressions intracardiaques au repos ou à l'effort. L'échocardiographie est l'examen clé permettant le diagnostic positif, étiologique ainsi que celui des complications. Par ailleurs, c'est un examen simple, peu coûteux, facilement disponible au lit du patient et sans aucun risque pour ce dernier. Cet algorithme de l'ESC 2016 illustre bien la place centrale de l'échocardiographie dans le diagnostic positif de l'insuffisance chronique. En effet, devant une suspicion clinique d'insuffisance cardiaque, l'écho-cœur est réalisé soit après un dosage positif des peptides natriurétiques, soit d'emblée si ce dosage n'est pas disponible. Outre le diagnostic positif, l'écho-cœur permet de donner le phénotype de l'insuffisance cardiaque chronique. En effet, en présence d'un contexte clinique évocateur, la découverte d'une FE inférieure à 40% pose le diagnostic d'insuffisance cardiaque à FE réduite. Lorsque la FE est au-delà de 40%, l'association à d'autres critères biologique ou échocardiographique permet de définir soit une insuffisance cardiaque à FE préservée lorsque la FE est supérieure ou égale à 50%, ou une insuffisance cardiaque à FE intermédiaire lorsque la FE est entre 40 et 49%. Ce phénotypage détermine des populations complètement différentes qui auront donc une prise en charge différente. Son rôle dans le diagnostic positif est d'affirmer la dysfonction ventriculaire gauche. Soit il s'agira d'une dysfonction systolique avec altération de la fraction d'éjection et dilatation des ventricules dans l'insuffisance cardiaque à FE-ABC, soit d'une dysfonction diastolique avec fraction d'éjection conservée ou intermédiaire, mais avec des troubles du remplissage associés ou non à un remodelage ou une hypertrophie ventriculaire gauche et ou une dilatation de l'oreillette gauche. L'évaluation doit se faire par étapes et doit être complète, incluant l'évaluation structurelle du ventricule gauche, ses dimensions, son volume, sa masse, l'analyse de la cinétique segmentaire, l'évaluation de la fonction systolique du ventricule gauche, l'évaluation de la dysfonction diastolique du VG pouvant être associée ou non à la dysfonction systolique, l'évaluation de la fonction ventriculaire droite et des pressions de remplissage. Commençons par l'évaluation structurelle du ventricule gauche. Il faut d'abord mesurer ses dimensions et son volume. Les mesures doivent être effectuées en télédiastole et en télésystole et indexées à la surface corporelle. Les dimensions. Les mesures linéaires permettent d'obtenir le diamètre interne de la base du VG ainsi que les épaisseurs septales et de la paroi postérieure. Elles sont réalisées sur une incidence parasternale gauche longitudinale ou transverse en mode TM ou en mode bidimensionnel. Il est à noter que les mesures en mode bidimensionnel sont actuellement préférées. Sur cette figure de gauche, les mesures sont effectuées en mode TM, guidées par la coupe parasternale petit axe, c'est l'image d'en haut, afin d'optimiser l'orientation du faisceau ultrasonore. La figure de droite montre les mesures pariétales et cavitaires en mode bidimensionnel. En effectuant les mesures sur ce mode, on est sûr d'être perpendiculaire à l'axe longitudinal du VG,
contrairement aux mesures TM. Les mesures sont effectuées en télédiastole puis en télésystole, de l'interface endocarde cavité septale et paroi postérieure. Les normes retenues par l'ESC sont pour le diamètre télédiastolique, chez l'homme, il doit être inférieur ou égal à 58 mm et chez la femme, inférieur ou égal à 52 mm. La mesure du volume VG, à votre avis, quelle est la méthode recommandée pour le calcul de ce volume? Est-ce que c'est la méthode Techols, la méthode Simpson modifiée, la méthode surface-longueur, la méthode 3D full volume? Bien sûr, actuellement, c'est toujours la méthode Simpson modifiée et dans le futur, ça sera certainement la méthode 3D full volume. La méthode Techols n'est plus utilisée pour l'estimation du volume ventriculaire gauche car peu représentative de la géométrie réelle du VG. Elle suppose une forme ellipsoïde allongée avec une longueur du VG égale à 2 fois sa largeur et en pratique quotidienne, ce n'est pas toujours le cas. La méthode Simpson ou méthode biplan de sommation des disques est la méthode 2D recommandée car cette méthode respecte la géométrie locale du VG. Les volumes retenus comme normaux, c'est pour l'homme inférieur ou égal à 74 ml par mètre carré et chez la femme, le volume doit être inférieur ou égal à 61 ml par mètre carré. Deuxième méthode, la méthode surface-longueur, reste une alternative à la méthode précédente lorsque les contours de l'endocarde sont mal définis, à condition que le VG garde une forme hémicylindre hémi-ellipsoïde. La méthode 3D respecte la forme géométrique du VG et la pointe n'est pas amputée. Les résultats sont comparables à l'IRM, qui est la méthode de référence. Le seul inconvénient est l'acquisition du volume cardiaque qui doit être optimale. Il est à noter que une bonne image 3D démarre d'une image 2D optimale et que par conséquent, un patient peu échogène en 2D le sera en 3D. La figure 2 illustre la méthode Simpson biplan. On trace les contours de la cavité ventriculaire gauche, toujours l'interface endocarde cavité, en télédiastole puis en télésystole, en 4 cavités et en 2 cavités. Et l'appareil calcule les volumes de la FE ventriculaire gauche. Sur la figure 3, cette figure illustre la méthode surface-longueur, qui, comme nous l'avons dit, est une alternative à la méthode Simpson, à condition d'avoir une forme hémicylindrique, partie basale du VG, et hémi-ellipsoïde, sa partie apicale. On mesure en coupe apicale la longueur du VG du milieu du plan de l'anneau à la pointe et en coupe transverse à hauteur des piliers, on trace l'interface endocarde cavité afin d'obtenir une surface de section. L'appareil calcule les volumes et la fraction d'éjection. La figure 4 illustre la méthode 3D avec sur l'image de gauche le volume total parfaitement acquis sans stitch artefact et sans amputation de la pointe et à droite le calcul automatique des volumes et de la fraction d'éjection. Passons à la mesure de la masse ventriculaire gauche. Cette mesure revêt toute son importance dans le diagnostic échographique de l'insuffisance cardiaque à FE préservée ou intermédiaire, où elle représente un critère morphologique. L'épaisseur pariétale relative doit être également mesurée. À votre avis, quelle est la méthode recommandée pour la mesure de la masse VG? Est-ce que c'est la méthode linéaire, la méthode surface-longueur ou la méthode 3D? Ici, c'est plutôt la méthode linéaire.
La méthode linéaire citée plus haut est la méthode recommandée. Cette formule considère que le VG a une forme ellipsoïde et s'applique à l'évaluation des patients sans anomalie géométrique significative, donc non valable en cas d'hypertrophie asymétrique, d'un VG dilaté ou d'une variation régionale de l'épaisseur pariétale. Les seuils d'hypertrophie ventriculaire gauche chez l'homme est de 115 g par mètre carré et chez la femme, une masse supérieure à 95 g par mètre carré plaide en faveur d'une hypertrophie ventriculaire gauche. La méthode surface-longueur, elle est chronophage, avec une grande variabilité de mesure. Néanmoins, cette méthode est à privilégier en cas de géométrie ventriculaire gauche différente d'un ellipsoïde allongé, exemple en cas de VG dilaté. Et là, les seuils sont différents puisqu'on retient un seuil supérieur à 102 g par mètre carré chez l'homme et chez la femme, une masse supérieure à 88 g par mètre carré est en faveur d'une HVG. La méthode 3D permet une mesure directe de la masse VG. Elle est utile en cas d'épaississement régional ou dans l'HVG asymétrique. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de valeur normale encore établie et les problèmes d'acquisition. Sur la figure en haut à droite, on voit bien la mesure de la paroi septale et de la paroi postérieure. Sur la figure de gauche, on voit bien la méthode surface-longueur. Donc, on trace le contour externe du myocarde qui va nous donner la surface de section A1, puis le contour interne du myocarde qui donne une surface de section A2, et puis en retranchant A2 de A1, on obtient la surface de section du myocarde à hauteur des piliers. On donne à l'appareil la longueur du VG à partir du plan de l'anneau vers sa partie médiane, puis de la partie médiane vers la partie apicale pour distinguer les longueurs de l'hémicylindre des longueurs de l'hémi-ellipse. Et on finit par lui donner le diamètre de la partie moyenne. L'appareil, par la formule mathématique ci-dessous, va nous calculer la masse ventriculaire gauche. Donc vous voyez bien que cette méthode est chronophage. Puis, en bas à droite, vous avez le calcul direct de la masse VG automatiquement par l'appareil en mode 3D. Il ne faut pas oublier d'étudier la cinétique segmentaire. Elle est appréciée par l'épaississement pariétal et l'ascension systolique de l'endocarde en bidimensionnel. Elle doit être systématique, cependant la découverte d'une hypokinésie, voire de l'akinésie d'une zone, n'est pas nécessairement un argument en faveur de l'étiologie ischémique, surtout dans les CMD. Passons à l'étude de la fonction systolique du VG. Elle comporte le calcul de la fraction d'éjection, la mesure du débit cardiaque, la mesure du strain longitudinal global et la mesure du MAPS. La fraction d'éjection est le paramètre phare de la fonction systolique. Il a un intérêt diagnostique, phénotype d'insuffisance cardiaque, mais également pronostique. Il est le plus étudié et l'un des plus anciens, ce qui explique encore son caractère dominant malgré les limites qu'on lui reconnaît actuellement. Variabilité de mesure et manque de sensibilité pour le diagnostic d'altération précoce de la contractilité. Il existe plusieurs méthodes de calcul de la FE, cependant la méthode recommandée est comme pour les volumes, la méthode Simpson modifiée. À ce moment-là, la fraction d'éjection est égale au volume télédiastolique moins le volume télésystolique sur volume télédiastolique. Le calcul de la fraction d'éjection par la méthode T-Cols ainsi que la mesure de la fraction de raccourcissement ne sont pas recommandés. L'échographie 3D donne une valeur de FE comparable à l'IRM à condition que l'image soit de bonne qualité. On mesure aussi le débit cardiaque. Vous connaissez très bien cette formule, débit cardiaque égale volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque rapportée à la surface corporelle. Le volume d'éjection systolique est calculé à partir du diamètre de la chambre de chasse. Il est égal à pi-d au carré sur 4 fois l'ITV sous-aortique. Le D est égal au diamètre de la chambre de chasse qui est mesuré à la base d'implantation des sigmoïdes aortiques. L'ITV est bien sûr
obtenu en traçant le flux obtenu au Doppler pulsé, le flux sous-aortique obtenu au Doppler pulsé. Passons au strain longitudinal global. Il est mesuré par la méthode du speckle tracking. Cette méthode repose sur la détection et le suivi du déplacement des marqueurs acoustiques spécifiques du myocarde. Le strain exprime le pourcentage de déformation des fibres myocardiques. Cette déformation se fait selon 3 axes, longitudinal, radial et circonférentiel. Le strain longitudinal exprime le pourcentage de raccourcissement des fibres dans le sens apex-base. C'est le strain utilisé en pratique clinique. Le GLS est égal à la longueur en systole moins la longueur en diastole sur la longueur du myocarde en diastole. La longueur systolique étant inférieure à la longueur diastolique, le GLS normal est une valeur négative. Pour le strain longitudinal, le tracking du ventricule gauche doit se faire sur les 3 incidences apicales. 3 cavités représentées ici sur l'image de gauche, mais aussi 4 et 2 cavités. Les pics de strain segmentaires ainsi que les courbes correspondantes sont donnés pour chaque incidence et à la fin, sur l'image de droite, les résultats globaux sont, comme pour la scintigraphie myocardique, représentés sous forme d'une cartographie dite en œil de bœuf ou bull eyes, avec les pics de strain segmentaire et le strain global ou GLS. Le bull eyes est tout rouge dans ce cas-là, donc tout à fait normal, avec un GLS calculé à moins 19,8%. Le GLS est obtenu par la sommation des strains segmentaires et représente la fonction longitudinale globale du VG. La valeur normale dans une population saine est en moyenne de moins 17% à 21%. Elle est en moyenne de moins 19%. Sa reproductibilité est bonne, meilleure que la FEVG, et son intérêt principal réside dans sa sensibilité à détecter les altérations précoces de la fonction systolique malgré une FEVG conservée. Le seuil pathologique dans l'insuffisance cardiaque à FE préservée est au-delà de moins 15%, c'est-à-dire inférieur à 15% en valeur absolue. Dans les cardiopathies dilatées ischémiques ou non ischémiques, le GLS est généralement bien corrélé à la FEVG mesurée en Simpson biplan selon la formule suivante. FEVG est égal au GLS retrouvé multiplié par 2,7 plus 10. Seule limite, pour être reproductible, le strain doit être calculé sur un même software d'une même firme. Pour ce qui est des paramètres recueillis à l'anneau, l'onde S' est un paramètre recueilli en utilisant la technique du Doppler tissulaire mode pulsé. La mesure du pic de vitesse de l'onde S' donne une approche de la fonction systolique longitudinale. Cependant, son intérêt est discuté. Par contre, le MAPS, excursion systolique du plan de l'anneau mitral, est un paramètre très utile dans l'évaluation de la fonction systolique longitudinale du VG en cas de fenêtre acoustique médiocre, ne permettant pas de mesure fiable de la FEVG ou du GLS. Il s'agit de mesurer l'amplitude du mouvement de l'anneau mitral en systole. Comment le mesurer? Eh bien, tout d'abord, on repère sur l'ECG la fin de la systole ventriculaire en s'aidant du flux d'éjection aortique. À ce niveau-là. Puis, le faisceau TM est placé sur les versants de l'anneau mitral, le plus souvent latéral et médian, et sur l'enregistrement TM du mouvement de l'anneau mitral, l'excursion systolique est calculée et mesurée du point le plus bas au pic durant la systole. Le mouvement post-systolique vers l'apex durant la relaxation isovolumétrique ne doit pas être pris dans la mesure.
La valeur moyenne des différents segments est calculée car il existe une relation étroite entre le MAPS et la FEVG. Une valeur moyenne de MAPS inférieure à 8 mm correspond à une FEVG inférieure à 50%. Une valeur moyenne de MAPS supérieure ou égale à 10 mm est associée à une FEVG supérieure à 55% avec une bonne spécificité et une excellente sensibilité. Et une valeur moyenne inférieure à 7 peut être utilisée pour déterminer des FEVG inférieures à 30% dans les CMD et les insuffisances cardiaques congestives. On remarque bien et on note bien l'importance de ce MAPS chez les patients hypoéchogènes. Passons maintenant à l'évaluation de la fonction diastolique du VG. Elle est systématique dans le bilan échographique de toute insuffisance cardiaque. En cas de FE basse inférieure à 40%, son évaluation a un intérêt pronostique et pour guider le traitement. En cas de FE préservé ou intermédiaire, elle a un intérêt dans le diagnostic positif de HFpEF et de HFmLUF, où la mise en évidence d'une dysfonction diastolique est la base du diagnostic. Cette évaluation permet d'estimer les pressions de remplissage VG, qui sont le reflet de la pression moyenne VG et donc de la pression moyenne de l'OG, qui est elle-même égale aux pressions capillaires pulmonaires. Et c'est cette pression capillaire pulmonaire qui nous intéresse puisque c'est elle qui est à l'origine de la symptomatologie. L'évaluation de la fonction diastolique nécessite dans un premier temps le recueil de paramètres principaux, volume OG, EA, pic de vitesse des ondes E' latéral et médian de l'anneau, le rapport EE' et le pic de vitesse du fluidité. D'autres paramètres seront recueillis secondairement si une conclusion n'a pas pu être établie. Alors, les paramètres principaux sont recueillis à partir de quatre choses, on va dire. Mesure de la taille de l'oreillette gauche, analyse du flux transmitral, Doppler tissulaire à l'anneau mitral et analyse du flux d'insuffisance tricuspide. Commençons par le calcul du volume OG. Le volume OG est étudié par la méthode surface-longueur ou surtout par la méthode Simpson biplan en 4 cavités et en 2 cavités en télésystole. On trace comme pour le VG le contour OG en 4 cavités en 2 cavités et le calcul du volume OG est donné par l'appareil. Un volume supérieur à 34 ml par mètre carré est en faveur de pression de remplissage élevée. L'enregistrement du flux transmitral se fait au Doppler pulsé en positionnant le volume d'échantillonnage à l'extrémité de la valve mitrale. Ce flux comporte une onde E de remplissage lent et une onde A de contraction auriculaire. On note et on enregistre et on calcule la vitesse max de l'onde E et la vitesse max de l'onde A et le temps de décélération de l'onde E. Trois profils pathologiques pouvant correspondre à des grades différents et progressifs de dysfonction diastolique sont décrits. Le profil normal, lorsque l'amplitude de l'onde E est supérieure à l'amplitude de l'onde A avec un temps de décélération normal. Lorsqu'on a une petite onde E qui est inférieure à l'onde A avec un temps de décélération et un trive allongé, on parle de profil type 1 ou d'anomalie de la relaxation. Lorsqu'on a un aspect similaire au profil normal mais avec une manœuvre de Valsalva positive, c'est-à-dire qu'après la manœuvre, l'onde E s'amoindrit et l'onde A augmente d'amplitude, il s'agit d'un profil type 2 ou profil pseudo-normal. Et le profil type 3 ou profil restrictif, l'onde E est supérieure à l'onde A de 2 fois, le temps de décélération est inférieur à 150 millisecondes avec un trive inférieur à 60 millisecondes. Ce profil correspond à un trouble de la compliance ventriculaire. Le mode Doppler tissulaire à l'anneau mitral permet de recueillir l'onde E anneau ou E'.
Le volume d'échantillonnage est positionné sur le versant latéral puis septal de l'anneau ou vice-versa, et les ondes sont enregistrées comme pour le flux mitral en mode pulsé. Les pics des ondes E' latérales et septales sont recueillis et la moyenne des deux est calculée afin d'avoir le rapport E mitral sur E', qui est également un paramètre de la fonction diastolique. Il est à noter que ce calcul ne peut être fait en cas de calcification de l'anneau, de prothèse mitrale ou de dysfonction régionale ischémique. Le flux de régurgitation tricuspide est recueilli en incidence des cavités droites. Après repérage du flux en mode couleur, un Doppler continu est appliqué et ce type de flux est enregistré. On mesure la Vmax et on calcule le gradient max de ce flux. Après avoir recueilli les paramètres précédents, on aboutit aux deux algorithmes proposés par l'ASE et l'EACVI 2016 de diagnostic positif ou d'évaluation de la dysfonction diastolique. Alors, lequel des deux algorithmes choisir? En présence d'un contexte clinique évocateur d'insuffisance cardiaque avec à l'écho-cœur une FE basse ou des anomalies structurelles du VG, nous ne sommes plus dans le diagnostic positif de la dysfonction diastolique puisque dans ce contexte, il y a forcément une atteinte de la fonction diastolique. Mais plutôt, dans ce contexte, il est plus intéressant d'évaluer la sévérité de cette dysfonction, qui est un élément pronostique et de réponse thérapeutique. L'évaluation commence donc par l'analyse du flux transmitral. Lorsqu'on est en face d'un profil type 1, partie gauche de l'algorithme, avec un rapport E sur A inférieur ou égal à 0,8 et une onde E inférieure ou égale à 50 cm/s, les pressions de remplissage VG sont normales et on conclut à une dysfonction grade 1. Lorsque le profil transmitral est de type 3, on conclut aisément à une dysfonction de grade 3, c'est-à-dire sévère. Par contre, lorsque le profil transmitral est de type 1, avec une onde E supérieure à 50 cm/s ou de type 2, là, on regarde les trois autres paramètres, à savoir un rapport E sur E', un volume OG et la vitesse de l'IT. Lorsque deux de ces paramètres sont en faveur de pression élevée, c'est-à-dire E' supérieur à 14, volume OG supérieur à 34 mètres par mètre carré, vitesse max d'IT supérieure à 2,8 mètres par seconde, on conclut à une dysfonction diastolique type 2. Inversement, si deux des trois paramètres sont en défaveur de pression de remplissage élevée, on conclut à une dysfonction grade 1. Dans le cas où deux paramètres seulement ont été recueillis, par exemple en l'absence du flux d'IT, et que l'un est positif et l'autre est négatif, à ce moment-là, on ne peut pas conclure. Et là, soit on s'arrête là et on parle de pression de remplissage indéterminée, ou alors on complète l'évaluation par le recueil d'autres paramètres. Il est à noter que cet algorithme ne peut être appliqué que sous certaines conditions. Patient en rythme sinusal, sont exclus la valvulopathie modérée, la CMH, la chirurgie valvulaire, les cardiopathies restrictives, les athlètes, la fibrillation atriale. Ces situations font l'objet de recommandations spécifiques. Alors, quels sont ces autres paramètres? Commençons par le flux veineux pulmonaire. On repère en incidence 4 cavités, en mode Doppler couleur, la veine supérieure gauche ou droite et on positionne le volume d'échantillonnage Doppler pulsé à 1-2 cm de son abouchement. L'image de droite illustre le flux veineux pulmonaire, avec ses deux ondes positives, l'onde S systolique et l'onde D diastolique, et une onde négative, l'onde A pulmonaire, correspondant au reflux du sang dans la veine pulmonaire lors de la contraction atriale. Normalement, la Vmax de l'onde S est supérieure à la Vmax de l'onde D et la durée de l'onde A pulmonaire est inférieure à la durée de l'onde A mitrale. Une différence de durée AP-AM supérieure à 30 est en faveur de pression de remplissage élevée quelle que soit la fraction d'éjection et l'âge.
Une onde S inférieure à l'onde D est en faveur de pression de remplissage élevée en cas de fraction d'éjection basse. La manœuvre de Valsalva correspond à une expiration forcée à glotte fermée pendant à peu près 10 secondes. Une baisse de plus de 50% du rapport E sur A ou une augmentation de l'onde A plaide en faveur de pression de remplissage élevée. Seule limite de cette manœuvre, la coopération du patient. Le temps de relaxation isovolumétrique. En incidence 5 cavités, en mode Doppler continu, on positionne le tir Doppler en chambre de chasse VG de sorte à enregistrer simultanément le flux aortique et le flux mitral. La vitesse de défilement doit être élevée à 100 mm par seconde. Un IVRT normal doit être inférieur à 70 millisecondes. Il s'allonge en cas de trouble de la relaxation, mais en présence d'une FEVG basse, un IVRT court plaide en faveur de pression de remplissage élevée. La vitesse de propagation en mode TM couleur. En coupe apicale 4 cavités, on repère le flux de remplissage en Doppler couleur, puis on l'enregistre en TM à une vitesse de déroulement rapide, supérieure à 100 mm par seconde, en décalant vers le haut la ligne 0 des vitesses pour faire ressortir l'interface orange-bleu. La vitesse de propagation correspond à la pente de cette interface étudiée entre le plan de l'anneau et 4 cm en aval. La VP trouve son intérêt en cas de FE basse, où un rapport E sur VP supérieur ou égal à 2,5 signe des pressions de remplissage élevées. Pour mesurer l'intervalle TEE', il faut d'abord mesurer la durée R début de l'onde E mitrale sur un flux transmitral, puis la durée R début de l'onde E' sur un flux Doppler pulsé à l'anneau mitral. L'intervalle TE' correspond à la différence de ces deux durées. Cependant, c'est le ratio IVRT sur TE' qui est utilisé pour l'évaluation des pressions de remplissage, notamment dans la valvulopathie mitrale. Nous allons dire un mot sur les nouveaux critères diagnostiques de l'insuffisance cardiaque à FE préservée. L'ESC 2016 mettait déjà l'accent sur la nécessité d'associer d'autres critères à la FEVG avant de conclure à une insuffisance cardiaque à FE préservée ou intermédiaire. Ces critères étaient obligatoirement une élévation des peptides natriurétiques et au moins un critère échocardiographique structurel ou fonctionnel. En 2019, ces critères ont été affinés et regroupés en critères majeurs et critères mineurs pour chaque catégorie, et ceci afin d'établir un score, le HFpEF score, qui facilite le diagnostic de ces insuffisances cardiaques. Lorsque ce score est inférieur à 2, le diagnostic de HFpEF n'est pas retenu. Lorsqu'il est supérieur ou égal à 5, le diagnostic est posé. Entre 2 et 5, on a recours à d'autres examens complémentaires, à savoir l'écho de stress et le cathétérisme cardiaque. L'échocardiographie d'effort dans le cadre du diagnostic de HFpEF évalue la fonction diastolique à l'effort. En cas de HFpEF, l'anomalie de la fonction diastolique engendre au cours de l'effort une augmentation inadéquate du volume d'éjection, une élévation des pressions de remplissage VG et des pressions pulmonaires. Idéalement, le test se fait sur bicyclette ergométrique avec écho pair effort. Les paramètres à recueillir sont le rapport E', la Vmax de l'IT, le volume d'éjection VG et le débit cardiaque. L'écho d'effort est considéré comme anormal si le rapport E' est supérieur ou égal à 15 avec ou sans élévation de la Vmax de l'IT à plus de 3,4 mètres/seconde. Si ce rapport est positif, on ajoute 2 points au score. Si en plus la Vmax de l'IT est supérieure à 3,4 mètres/seconde, on ajoute 3 points au score. Il est à noter qu'une élévation isolée de la Vmax de l'IT n'a aucune valeur diagnostique car peut être retrouvée chez le sujet normal. Un mot sur le strain OG. Son utilité dans le diagnostic de la dysfonction diastolique a été mise en évidence par plusieurs petites études, comme par exemple celle parue dans le JAZZ en 2015 qui a démontré
que le volume OG ne régresse pas toujours avec la normalisation des pressions de remplissage alors que le strain OG si. Ou alors celle parue dans le JACC en 2017, figure de droite, qui a montré que le strain OG diminue en cas de dysfonction diastolique et que cette diminution est d'autant plus importante que la dysfonction est sévère. Cependant, à ce jour, aucune étude de grande envergure n'a été réalisée et aucun seuil pathologique n'a été déterminé de façon fiable. Ce critère n'a donc pas été retenu comme critère diagnostique de dysfonction diastolique dans les recommandations de 2019. Passons maintenant à la dernière partie de notre évaluation, l'évaluation du ventricule droit. Même si la pathologie épargne initialement le VD, une atteinte associée plus ou moins sévère apparaîtra par le biais de l'interdépendance VD-VG et de la répercussion de l'élévation des pressions de remplissage à travers l'arc pulmonaire, avec apparition d'HTP post-capillaire et défaillance ventriculaire droite progressive. L'atteinte VD traduit toujours une forme plus sévère et un pronostic plus sombre. Commençons par ses dimensions. L'appréciation qualitative est tout aussi importante que les mesures quantitatives. Le VD, à l'état normal, est toujours plus petit que le VG. Un VD supérieur en taille au VG sur une simple appréciation visuelle est toujours un signe de gravité. Les mesures quantitatives doivent être réalisées sur une incidence 4 cavités dite des cavités droites. On mesure les diamètres basal, médian et de la chambre de chasse, ainsi que la surface VD. En général, des diamètres télédiastoliques basal supérieurs à 41 mm et médiaux VD supérieurs à 35 mm et une surface supérieure à 25 mm² indiquent une dilatation ventriculaire droite. Pour ce qui est de sa fonction systolique, le ventricule droit a une forme de croissance enroulant autour du VG. Sa morphologie particulière rend très difficile la réalisation d'un modèle mathématique fiable pour en évaluer efficacement la fonction. Ainsi, la fraction d'éjection ventriculaire droite, qu'elle soit évaluée en T-Coles ou en Simpson, n'est pas fiable, et la fraction de raccourcissement est probablement la méthode de choix. Pour mesurer la fraction de raccourcissement, on se met en incidence 4 cavités, incidence des cavités droites, et on trace l'interface endocarde-cavité du VD, comme pour la Simpson, mais là, on obtiendra une surface plutôt qu'un volume, en télédiastole, puis en télésystole. La fraction de raccourcissement est égale à la surface télédiastolique moins la surface télésystolique sur la surface télédiastolique. Une fraction de raccourcissement inférieure à 35% indique une dysfonction ventriculaire droite. Il existe cependant d'autres paramètres échographiques assez fiables, bien qu'indirects, la qualité de la fonction systolique et diastolique du VD. Le taux d'excursion de l'anneau tricuspide ou TAPS, mesuré à partir d'un tir TM sur la portion latérale de l'anneau tricuspide en coupe apicale 4 cavités. Un TAPS inférieur à 17 mm est en faveur d'une dysfonction systolique VD. Deuxième paramètre, le pic de vélocité de l'anneau tricuspide S'. Il est mesuré en Doppler pulsé tissulaire au niveau de la portion latérale de l'anneau tricuspide. Une valeur inférieure à 9,5 est en faveur d'une dysfonction systolique VD. L'index de performance myocardique VD ou index de Tay est mesuré en mode Doppler pulsé spectral ou au mieux en mode Doppler tissulaire de la portion latérale de l'anneau tricuspide. Ce dernier permet de faire les mesures sur un même cycle cardiaque. L'index de Tay est égal au temps de contraction isovolumétrique plus le temps de relaxation isovolumétrique sur le temps d'éjection. Voir figure ci-dessous. Un index supérieur à 0,54 est en faveur d'une dysfonction VD. L'évaluation des pressions pulmonaires systoliques ou PAPS peut se faire soit sur le flux d'insuffisance pulmonaire, soit sur le flux d'insuffisance tricuspide en l'absence d'obstacle sur la voie d'éjection VD.
Sur le flux d'IT, on mesure la Vmax du flux et on calcule le gradient max, auquel on rajoute la pression de l'OD. Cette pression est évaluée en fonction de la dilatation et de la compliance de la veine cave inférieure et varie entre 5 et 20 mm de mercure. En conclusion, l'échocardiographie Doppler est indispensable pour le diagnostic positif de l'insuffisance cardiaque et l'évaluation de sa sévérité, mais également pour le diagnostic étiologique et pour l'évaluation thérapeutique. L'étude échocardiographique doit se faire par étapes afin de répondre au mieux aux problèmes posés par cette pathologie. L'étude de la fonction diastolique est systématique et son évaluation doit être multiparamétrique. Et enfin, le HFpEF score doit être intégré dans notre pratique quotidienne car facilite le diagnostic des insuffisances cardiaques à AFE préservées.